important qu'on célèbre cette année, même si la victoire a été l'année passée. Je pense que c'est une victoire qui, je pense que c'est extrêmement important que ça demeure dans la mémoire collective, puis effectivement, je pense que c'est une avancée importante au niveau de la défense des droits de personnes, pratiquement toujours dans des situations d'extrême vulnérabilité. L'isolement, les contentions, ce sont des pratiques qui malheureusement existent encore beaucoup trop large d'échelle dans le système de santé. On s'en sert comme un palliatif pour pallier le manque de ressources, le manque de formation. C'est une pratique qui est extrêmement attentatoire aux droits des personnes aussi. Alors, on a balisé ces pratiques-là en 98 dans la loi pour essayer effectivement de changer les règles avec l'objectif bien clair qu'à terme, on ferait disparaître ces pratiques-là. Autrement dit, ce qui était recherché, c'était qu'on va travailler à privilégier des alternatives à ça. Il y en a plein, il y en a beaucoup. C'est vraiment d'habitude, quand ces pratiques-là se développent dans un milieu quelconque, c'est lié souvent à la pauvreté de la qualité des soins, pauvreté de formation insuffisante de personnel aussi. Alors, donc, la création de la loi initialement en 1998, puis ça s'est poursuivi avec la publication des mesures des orientations ministérielles. C'était vraiment donc que ça disparaisse. C'est pas juste en santé mentale, des milieux de soins de longue durée, des centres de jeunesse, où ça se pratique aussi. Alors, c'est ça qui était visé. On s'est aperçu après que même avec une loi qui était a priori très favorable aux droits des personnes, on s'est aperçu que dans plusieurs milieux, il y avait des résistances, où on ne la comprenait pas, où on ne l'appliquait pas, carrément. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Mme Noire. Mme Noire était vraiment le fer de lance de cette bataille-là. Parce qu'à travers son rêve, c'était était très illustratif et de l'ampleur des abus qu'une mauvaise compréhension de la loi, une mauvaise application de la loi peut générer. Donc, lorsqu'elle a entrepris cette bataille-là, évidemment, les conditions n'étaient peut-être pas, c'était pas évident du tout parce que c'est des batailles qui sont difficiles à faire. Quand les gens, au niveau de la santé mentale, c'est difficile que les gens exercer des recours parce qu'on a toujours une déficit de crédibilité. Puis on pense toujours qu'en santé mentale, c'est peut-être plus facile de faire des choses qu'on ne ferait peut-être pas aux gens qui sont dans une commission de santé ordinaire aussi. Alors, donc, c'est clair que d'entrée de jeu, ce recours-là était un recours qui n'était pas facile à devoir l'entreprise. Malheureusement, ce recours-là a été perdu à cause supérieure. Donc, le recours a été rejeté. Nous, on est embarqués dans ce dossier-là au moment de la Cour d'appel. La Cour d'appel, finalement, a renversé le jugement. Avec un jugement d'ailleurs fort intéressant, le jugement de CCDM et Mme Noire, ici, c'est un jugement qui est maintenant ressuscité comme étant un des points tournants de jurisprudence en matière de recours collectif depuis que le jugement a été rendu. Le jugement qui était un point tournant en ce sens que ça a redonné un sens à la finalité sociale du recours collectif. Alors, donc, c'est un recours qui permet l'accès à la justice, entre autres, de gens qui sont dans des conditions vulnérables, de gens qui autrement n'existeraient pas de recours judiciaire, de gens qui ne pourraient pas se défendre. Alors, la Cour d'appel, là-dedans, a bien saisi la finalité sociale du recours collectif. Elle a dit, mais écoutez, on va revoir, on a réorienté complètement la jurisprudence antérieure pour faciliter l'accès via le recours collectif, l'accès à la justice quand les gens sont dans des conditions de vulnérabilité. Donc, le jugement a été renversé, donc la Cour d'appel a permis le recours. Et là, Mme Noire a commencé le recours a été interrogé aussi, parce qu'évidemment, un recours collectif, c'est simplement un véhicule procédural différent, tout simplement. Mais une fois qu'il est accordé, il faut prouver qu'on a une bonne cause. Alors, le recours collectif, ça ne fait rien gagner, mais quand il est accordé, il faut prouver qu'on a une bonne cause. Alors, là, Mme Noire, c'est sur le processus habituel d'une procédure judiciaire, a été interrogée, a dû communiquer son dossier, tout ça. C'est des processus qui sont difficiles. Quand on est fragile, on peut voir une personne qui est fragile, par son histoire de vie, tout ça, le processus judiciaire est encore d'autant plus difficile. Mais je tiens à souligner son courage et sa détermination de réussir. Elle a très, très, très bien fait un interrogatoire, assez pour que nos adversaires nous disent après drapeau blanc. OK. Alors, on a commencé à négocier. On est arrivé dans un règlement qui va permettre à tous ceux qu'on a pu repérer qui ont été victimes de ces abus-là, à l'hôpital du Suroît, d'être indemnisés. On a voulu que les gens soient encore indemnisés plus généreusement, mais c'est quand même bien qu'ils soient allés chercher aussi. On est très contents pour le monde, mais on est contents surtout de l'exemplarité de ça. C'est quoi l'exemplarité de ça? Même si on est dans une condition qui est très vulnérable, on peut se défendre. Même si on est dans une condition qui est très vulnérable, on a encore des droits. On reste une personne à part entière. Et on a le droit de se faire respecter.
Et ça, notre condition de santé ne justifiera jamais qu'on abuse de nous au nom de n'importe quelle intention aussi. Alors, je suis très fier qu'on ait agi pour Mme Brouillard, qu'on ait représenté dans ce dossier-là. C'est une victoire d'équipe. Le collectif de notre équipe aussi. Au cabinet, on a une petite équipe de aussi qui travaille là-dessus. Alors, nous avons une victoire d'équipe. C'est une victoire qui est importante pour l'avancée des droits. Parce que le fait qu'on puisse faire un recours comme ça, et qu'on puisse le gagner, c'est extrêmement significatif pour en prévenir d'autres. Donner un peu un sens aussi de dignité de ceux qui pourraient être victimes de situations comme ça. Alors pour nous, c'est donc extrêmement important. Je répète que je suis extrêmement fier de côté de Mme Brouillard aujourd'hui, qui a fait une mesure battable, mais qui va servir à X nombre de personnes, qui va surtout servir à éviter des histoires semblables à X nombre d'autres personnes aussi. Alors, je vous remercie. Donc, je vais donner la parole justement à Mme Brouillard, qui est la représentante des victimes du recours collectif. Bonjour. Quand j'ai été victime de contention à l'hôpital de Belleville, je ne réalisais pas qu'il y avait autant de personnes au Québec qui subissent ce que j'ai vécu. Je ne pensais jamais que les plaintes se rendraient aussi loin et qu'on gagnerait ensemble un recours collectif contre un hôpital. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, je suis fière que ma lutte devienne une revendication collective pour l'élimination des mesures de contrôle. Je suis aussi très fière d'être la première porte-parole du 15 mai, Journée nationale non aux mesures de contrôle. C'est un honneur pour moi. Je demande que toutes les personnes qui se présentent à l'hôpital pour avoir de l'aide soient traitées de façon humaine et respectueuse. Il y a des moyens pour être à l'écoute des souffrances des personnes et se faire attacher ou se faire mettre en isolement, ce n'est pas humain. On n'est vraiment pas des ennemis. J'invite toutes les personnes qui ont été victimes de mesures d'isolement et de contention à porter plainte. C'est important de le faire si on veut changer les choses. En terminant, je voudrais remercier le CDDM de m'avoir aidé dans cette lutte. C'est parce qu'on était ensemble qu'on y est arrivé et que nous avons gagné. Et je remercie aussi le cabinet de Jean-Pierre Ménard d'avoir bien voulu défendre cette cause jusqu'au bout. Merci. Madame Brouillard, merci beaucoup. Je vais céder la parole maintenant à Madame Diane Lamar, députée de Taillon, porte-parole officielle en matière de santé et d'accessibilité aux soins. Merci beaucoup. Alors, il y a des journées qui sont intéressantes, palpitantes dans une vie de député. Je vous dirais que ce matin, ma journée a commencé avec l'incendie aux terrasses Turgeon, qui a mis 24 familles sur le pavé, dont beaucoup de petits-enfants. J'en ai rencontré. J'ai rencontré le petit Eric, qui était, sa demande, c'était de retrouver une casquette noire avec un chat dessus. Mais il y avait aussi des mamans qui ont été obligées de laisser leur bébé sur la galerie pour descendre l'autre dans leurs bras. Puis, bon, vous savez, il y a 3 personnes qui manquent encore à l'appel dans cet incendie-là. Alors, c'est des journées qui sont pathétiques. Mais dans la même journée, on a aussi le privilège de rencontrer des héros. Et aujourd'hui, ça en est une journée comme celle-là. Cette semaine, j'ai déjà eu. Et Madame Brouillard, pour moi, vous êtes une héroïne, vraiment. Vous avez plus de courage que bien des politiciens. Et vous avez réussi à démontrer, à témoigner au nom de gens qu'on garde très souvent muets dans notre société. Alors, vous avez toute mon admiration, toute mon admiration. Je suis aussi honorée d'être à côté de M. Jean-Pierre Ménard parce que ça prend quelqu'un pour défendre les gens. Son parcours est incroyable, ça fait longtemps que je le connais, mais vraiment de voir le choix qu'il fait de cause
qui sont difficiles à défendre. Hein. Il crée des jurisprudences, ça prend tout un talent. Mais c'est plus qu'un talent parce que je suis allée aussi à son bureau. Déjà, je vois l'engagement, l'énergie, travaille les samedis soirs, le téléphone sonne. Il y a vraiment, je vous dirais, une intensité chez cet homme qui fait de lui également, je pense, un héros québécois. Et je pense que c'est trop peu nommé, trop peu connu. Alors, merci. Merci, M. Maître Ménard. Je dirais juste que c'est nos clients qui font de nous des héros. Oui, mais disons que ça prend un bon travail d'équipe. Et il y a aussi des gens qui agissent dans l'ombre, mais qui sont des battants. Et bien sûr, je pense aux gens du conseil d'administration, Mme Tardif, je pense à Mme Provencher de l'Association des groupes d'intervention, et je pense à André Leduc. André qui est revenu frapper à ma porte. Il m'a dit, Mme Lamarre, il faudrait qu'on organise quelque chose, on veut qu'il se passe quelque chose le 15 mai. Et finalement, je pense qu'on est en train de donner vraiment tout un sens à cette journée et on va la célébrer année après année dorénavant. Alors pour moi, une déclaration de député, je suis très contente que ça ait pu avoir cette portée et on va lui donner toute la visibilité qu'elle mérite. Mais certainement, ce n'est qu'un instrument et cet instrument-là, j'ai pu le mettre à votre disposition parce que vous avez su vraiment bien présenter les choses, mais surtout parce que vous avez témoigné au nom des gens. Moi, je pense qu'un système de santé, ça doit être au service des individus et non pas au service des structures. Et je vous avoue, quand on fait le bilan du 2 ans qu'on vient de vivre, à chaque fois qu'on brasse des structures, pour brasser des structures, ça prend au moins 3 à 5 ans avant juste que les gens sachent sur quelle chaise ils sont assis et comment recréer les liens pour faire en sorte de redonner des services aux citoyens, aux patients dans le cas du domaine de la santé. Et je me dis, quand je vois tout le travail qu'on aurait à faire concrètement dans des mesures d'accueil des patients qui sont en détresse parce qu'ils ont un problème de santé mentale, dans des mesures d'accompagnement, dans des aménagements de salles, dans des cultures à changer auprès du personnel, de faire de la formation, non pas sur quel numéro de téléphone il faut signaler dorénavant pour retrouver telle personne dans l'hôpital. C'est pas ça qu'on veut. On veut des services à la population. On veut des services aux gens, aux êtres humains. Ce sont à leur service à eux qu'on est. Et à chaque fois qu'on mobilise, qu'on démobilise, en fait, le système, eh bien, on met autant d'embûches et de retard à développer les services et les soins qui feraient une différence concrète pour les gens. Et le bilan des 2 dernières années, c'est frappant, c'est qu'il n'y a rien eu pour les patients. Et alors qu'on avait déjà des besoins énormes, des carences en soins fondamentaux, en première ligne. Moi, je pense beaucoup au soutien à domicile, je pense à des réseaux d'accueil pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais certainement à une autre façon de les accompagner. Madame Brouard a parlé de contention et d'isolement. Comme pharmacienne, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de contention chimique, c'est-à-dire de l'utilisation beaucoup plus subtile, parfois sournoise, des médicaments pour rendre des gens beaucoup plus calmes et complètement incapables aussi de prendre des décisions, de jouir de la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi dénoncer, pour lesquelles il faut développer des lignes directrices de traitement, des approches nouvelles. Il faut enseigner comme ça à nos étudiants en médecine, en pharmacie, en soins infirmiers. Il faut mieux tous se préparer, il faut donner l'importance pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale d'être plus observants à leur traitement quand ils fonctionnent bien pour éviter de leur donner des médicaments qui sont inutiles et qui servent de contention chimique plus tard. Et en santé mentale, contrairement à d'autres problèmes de santé, plus les gens sont malades, moins ils veulent prendre leur médication. Et ça génère très souvent des complications qui amènent des mauvais choix de traitement, c'est-à-dire que le médicament qu'on donnera sera juste pour complètement annuler toute réaction de la personne plutôt que de traiter correctement la maladie. Alors, je trouve que le combat qui a été fait est historique
historique pour le Québec. Je pense qu'on peut être très fiers au Québec d'avoir cette loi. Je pense que le collectif de la défense des droits de la Montérégie a beaucoup, beaucoup de mérite. Vous savez, parfois on crée des organisations, puis on se dit, ça va-tu finir par donner quelque chose? Mais je pense que oui. On le voit. Hein? Peut-être que vous avez posé cette question-là. Je vois à votre réaction que, eh bien oui, on vous le dit, vous faites une différence, vous l'avez faite et vous continuez à la faire. Mais je pense que ce n'est pas terminé. Je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour mobiliser, en tout cas sur notre territoire. Moi, c'est sûr qu'avec Charles Lemoine et Pierre Boucher, on va continuer à travailler. Je pense que Pierre Boucher a déjà fait de belles approches innovatrices. Je pense qu'il faut le faire partout dans nos hôpitaux et il faut le faire partout dans les hôpitaux du Québec parce que j'imagine que dans les régions, on doit avoir des choses aussi comme celle-là et certainement à Montréal où il y a un rythme de travail effréné. Alors, on se rend compte qu'il faut donner du temps aux gens, il faut les éduquer. Et il faut éduquer l'ensemble de la société, parce que ce matin, je faisais référence aussi aux proches aidants, qui parfois, s'ils ne sont pas toujours bien sensibilisés, bien, peuvent avoir tendance à doubler la pilule le soir, parce que ça fait moins d'errance la nuit ou ça fait moins de difficultés. Alors, tout ça, ça implique une conscientisation sociétale, et je pense qu'il y a une façon de le faire, mais avec des témoins, comme Mme Rouard, avec des défenseurs comme Maître Ménard, et puis avec des gens qui sont des témoins qui organisent tout ça autour, comme le collectif. Bien, je pense qu'on peut avoir des bons résultats. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Vous avez certainement une grande, grande alliée, une défendresse et éventuellement quelqu'un qui changerait les choses sur le terrain. Merci. Merci d'être avec nous. Donc, on va passer à Mme Doris Provencher, un petit effet de surprise, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Bien, bonjour tout le monde. Alors, je veux dans un premier temps me joindre à Mme Lamar pour souligner vraiment le courage de Mme Rouard. C'est vraiment pas rien. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait, ce qu'elle a enduré, premièrement, l'horreur qu'elle a endurée et la persévérance et la résilience dont elle a fait preuve. Alors, merci Mme Rouard. D'ailleurs, je veux souligner, Mme Rouard est une des 40 personnalités qui a été honorée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse cette année. Si jamais vous voulez la voir, je vous invite à vous rendre sur le site de la Commission pour voir sa présentation. Je suis aussi très en accord avec l'opinion de Mme Lamar concernant Maître Ménard. Maître Ménard est un collaborateur des tout premiers instants de l'AGID. L'AGID en a 25 ans cette année. C'est un défenseur à tout craint. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Alors, merci d'être là, d'être avec nous, puis de nous aider. Parce qu'il y a beaucoup de boulot au niveau des droits pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale. Plus spécifiquement, bien sûr, concernant les mesures de contrôle, vous savez, le ministère, on en parle un peu, mais en 2002, des belles orientations, il parlait même d'élimination des mesures de contrôle et on avait participé, nous, comme association aussi, aux travaux qui avaient été faits. On était un peu optimistes. Et 14 ans plus tard, il faut bien se dire que ça s'est perdu un peu dans la brume, n'est-ce pas? Et encore pire, en 2012, il y a eu la réforme du Code des professions, où, vous savez, avant, c'était qu'un médecin qui pouvait prescrire des mesures de contrôle. Là, je parle de contention physique, isolement et contention chimique. Bien là, à partir de cette nouvelle loi-là, là, il y a les infirmières, il y a les psychoéducateurs, il y a les ergothérapeutes, il y a les travailleurs sociaux qui peuvent maintenant prescrire de l'isolement ou de la contention. Alors, nos beaux espoirs de 2002, ils en ont pris un coup à ce moment-là. Quand tu parles d'éliminer, tu n'agrandis pas le nombre de personnes qui peuvent te le prescrire, logiquement, selon nous. Enfin, donc, vous savez, il y a d'autres sortes de... Il y a la salle d'isolement, comme
on l'imagine bien sûr, mais il y a toutes sortes, ça prend toutes sortes de formes, les mesures de contrôle. Vous savez, il y a par exemple ce qu'on appelle un plan de chaise, c'est-à-dire qu'on, sur un département de psychiatrie, on va demander à une personne de s'asseoir sur une chaise toute la journée. Généralement en face du poste des infirmières, et elle reste là toute la journée. Ou ben non, ce qu'on appelle des fois la zone. Donc, il y a des endroits sur un département où on parque le monde, hein? On stationne le monde là, toujours pour les surveiller. Mais comme c'est pas dans la loi, comme c'est pas défini, ben, ça compte pas comme mesure de contrôle dans les dossiers. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Et nous, on pense que c'est un manque de leadership vraiment criant de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux, et ce, depuis de nombreuses années, qui n'a pas vraiment exigé que les établissements se conforment, exigé donc d'amener de nouvelles façons de faire, de proposer des nouvelles façons de faire. Il y a vraiment un manque flagrant. Il y a des établissements, effectivement, qui, de par leur propre chef, comme Pierre Boucher, je pense, en est un bon exemple, où, écoutez, qui arrive à diminuer, il passe de 60 à 2 de contention. Quand on dit, parce que vous savez, souvent, c'est qu'en santé mentale, on contentionne les personnes âgées, les enfants, dans les centres jeunesse, on contentionne aussi, on isole. Ça se fait des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Bon, on arrive à diminuer ça. Mais quand on arrive en santé mentale, ben là, vous savez, c'est difficile, parce que des fois, ils sont violents, ils vont donc, il faut les contrôler. Ben non, il y a des endroits, sur des départements de psychiatrie qui arrivent à diminuer. Donc, c'est faisable. Il y a un manque de volonté et politique et de certains établissements. Je veux aussi vous dire, on n'est pas les seuls à décrier ces façons de faire. Il y a le rapporteur spécial de l'ONU, M. Juan Mendez, qui en 2013, il a fait un rapport contre la torture. Et dans son rapport, il dénonçait certaines formes d'abus dans les établissements de soins partout dans le monde, mais il demandait à tous les États, dont le Canada et le Québec sont signataires de la Convention contre la torture, de prononcer l'interdiction absolue de toutes les interventions médicales forcées, incluant les mesures de contrôle. Là encore, on n'a pas de réponse, ni du Québec, ni du Canada, bien sûr. On va reposer la question, on est patient, ou presque. Il y a des solutions, il y a des façons de faire autrement. On pense qu'il serait temps qu'il y ait un comité national dont le mandat serait la mise en œuvre de mesures alternatives, de mettre en œuvre, de suggérer des mesures alternatives aux mesures de contrôle actuelles. Bien sûr que dans ce comité, il faut absolument qu'il y ait des personnes qui l'aient vécu. Deuxièmement, miser sur la formation continue. Il y en a eu une formation, mais on pense qu'il devrait y avoir une formation continue. Parce que ce n'est pas nécessairement plus drôle non plus pour les gens qui appliquent les mesures de contrôle. Ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Des blessures, il peut en avoir de part et d'autre. Je pense qu'ils sont assez graves au niveau des personnes. Il y a quand même, sur 12 ans, le coroner en chef du Québec a dénombré 21 décès à cause de mesures de contrôle. Ça peut aller jusque-là. Favoriser aussi ce qui se passe actuellement dans certains milieux. Il faudrait que le ministère soit le porte-parole de transmettre ça à tout le monde. Mais surtout, il faudrait que tous les milieux comprennent que les mesures de contrôle, que l'objectif de réduire de façon maximale, voire d'éliminer, c'est bien réel, puis que le ministère entend travailler en ce sens. Alors, c'est ça qu'on demande au ministère de la Santé et des Services sociaux, particulièrement au ministre actuel, qui met son pied à terre, puis qui dit au Québec, c'est terminé. On va travailler ensemble à faire en sorte que ça ne se fasse plus, ces pratiques barbares et ces pratiques de torture, comme aussi l'a dit M. Mendez. Merci. Prends la parole. Excusez-moi, ça sera pas long. Je voulais aussi souligner l'énorme travail du collectif de la défense des droits de la Montérégie, qui ont travaillé excessivement fort. Je m'excuse, j'ai été emportée par moi. Alors, vraiment, chapeau, bravo à tout le monde qui sont impliqués et merci d'être là.
C'est fini. Je cède la parole justement à notre cher coordonnateur André Leduc, coordonnateur du collectif de défense des droits de la Montérégie. Merci Nicole. Merci beaucoup tout le monde d'être présent pour nous entendre nos revendications. Puis tout ce qui a été dit là, sur chacun des intervenants, c'est fantastique. J'aurais aimé ça pouvoir le dire moi-même. En fait, on est vraiment heureux d'avoir réuni là, toutes ces personnes-là. Puis je peux vous dire que depuis le début de la semaine qu'on fait des actions pour souligner le premier anniversaire du groupe collectif. On était présents à Saint-Hyacinthe, à Granby, ce matin devant l'hôpital Charles-Lemoine, où Mme Lamar était présente, mais avec aussi M. Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, et Mme Martine Ouellette, députée de Vachon, je ne me trompe pas. On sent là, qu'on est en train de créer des alliances importantes, tant au niveau politique que même sur le terrain où on était bien accueillis. Hein? On avait avisé les établissements qu'on allait manifester. Puis dans tous les cas, on nous a délégué des personnes qui nous ont accueillis, qui sont même venues nous voir sur le bord du trottoir pour recevoir ces revendications-là. Et évidemment, on propose de travailler ensemble. Donc, je pense que ça bouge. Puis je pense que c'est l'effort commun qu'on réalise depuis toutes ces années-là, autant à la GID que Maître Ménard, que des personnes comme Mme Bouloir, que nous, les groupes et d'autres groupes au Québec, on travaille dans ce sens-là. Puis quand on a l'appui de personnes comme Mme Lamar, qui peuvent poser des questions au ministre, bien là, on sent que c'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses. Donc, évidemment, on l'a dit, il y a un an, le 15 mai, la Cour a accepté le règlement d'entente du groupe collectif. Cette victoire-là, qui était une première au Québec, a permis de reconnaître, il faut le souligner, que les droits fondamentaux de centaines de personnes n'avaient pas été respectés par un établissement de santé. Puis comme on l'a mentionné, depuis 1998, l'article 118.1 de la loi sur la santé et les services sociaux, elle stipule clairement que l'utilisation d'une mesure de contrôle telle que la contention, l'isolement, ça doit être minimal et exceptionnel. Ça doit aussi tenir compte de l'état mental et physique de la personne. C'est des critères assez rigoureux, pourtant, quand on les entend tels que la loi le dit. En 2002, le ministère a aussi émis des orientations à l'intention des établissements pour favoriser l'application de cet article-là. Puis en voici un court extrait. Ça dit « Le respect de la personne, valeur fondamentale qui anime les établissements et les intervenants du réseau de services de santé et de services sociaux, commande qu'en cas de nécessité absolue, c'est-à-dire après que tout autre moyen est échoué, l'usage des mesures de contrôle identifiées dans la loi soit fait en recherchant une limitation minimale et exceptionnelle de la liberté et d'autonomie de la personne. » Toujours en 2002, le ministère affirmait également la nécessité d'en arriver dans les meilleurs délais à réduire de façon substantielle et, si possible, d'éliminer le recours à de semblables mesures. Bien, aujourd'hui, on manifeste en 2016 pour se rappeler qu'encore dans tous les hôpitaux de la Montérégie et partout au Québec, des personnes font régulièrement l'objet de mesures de contrôle, d'isolement, de contention physique et de contention chimique. À l'hôpital Charles-Lemoine, il y a eu 456 applications de mesures de contrôle en 2015-2016 pour une période de 10 mois de comptabilisation des données. Et en 2014-2015, il y en a eu 460 sur 12 mois. Fait que déjà, l'année en cours va dépasser l'année dernière. Pendant ce temps-là, à l'hôpital Pierre-Boucher, il y a eu 152 applications de mesures de contrôle en 2015-2016 sur 12 mois. Pourquoi une telle différence entre ces deux hôpitaux-là? Écoutez, ce n'est pas à nous vraiment de répondre à cette question-là. Je pense qu'il faudrait la poser aux responsables qui sont tous les jours sur le terrain et qui décident des politiques et des protocoles d'application des mesures de contrôle. Mais ce qu'on peut dire, ce qu'on a déjà dit, puis qu'on est fiers de répéter, qu'on a répété ce matin aux gens de Pierre-Boucher, c'est qu'ils se sont mérités le prix Orange 2015 de la GID, c'est pas pour rien. En fait, c'est parce que justement, ils ont pris le dossier à bras-le-corps, ils se sont dotés d'une politique pour une utilisation vraiment exceptionnelle, judicieuse et sécuritaire des mesures de contrôle. Cette politique-là, qui visait à diminuer le recours, bien, ça a eu un impact majeur, puis ça leur a remis aussi l'implication de la personne dans le processus décisionnel. Au lieu d'aller contre les personnes, même quand les situations sont difficiles de crise, si on va avec, si on la comprend, puis si on travaille, il y a des résultats. Puis il y a eu vraiment une diminution significative là.
Il ne s'agit pas de faire un concours en 2 hôpitaux, mais quand même sur le même territoire qui est séparé par un boulevard, là, les chiffres sont quand même très parlants. Puis dans tous les cas, qu'il y en ait 152 ou 450, toutes les personnes qui ont subi des mesures de contrôle, bien, il est fort possible, c'est pas systématique, mais il est possible qu'elles aussi aient pu voir leurs droits bafoués. On doit reconnaître ça quand même, puis on doit les aider. Puis nous invitons ces personnes-là, que ça soit arrivé la semaine passée, ou il y a 6 mois, ou il y a 2 ans, à nous contacter, le collectif, 450-674-2410. On est là pour les accompagner, parce que pour nous, cette lutte-là n'est pas finie. Parce que, comme vous voyez, ici à Longueuil, l'objectif d'élimination, il est très loin d'être atteint. Puis c'est le cas, évidemment, de partout en Montérégie et au Québec. Donc, vous comprenez pourquoi l'objectif, pour ne pas oublier cet objectif-là, c'est pour ça qu'on inaugure le 15 mai, Journée nationale non mesure de contrôle. C'est une revendication qui est portée par la GID depuis le lancement du manifeste en 2014, si je ne me trompe pas. Donc, manifeste qui réclame la mise en branle du politique pour enfin bouger. Mais le 15 mai, pour nous, c'est aussi une journée de mémoire pour les victimes du surroi de l'hôpital de Valleyfield, pour le combat de Lise Brouillard, pour qu'on s'en rappelle, et pour toutes les personnes qui vivent des mesures de contrôle en Montérégie et au Québec. Donc, le 15 mai, ça va être une journée pour rappeler à nos dirigeants les engagements du passé, parce qu'on veut que dans un avenir proche, on s'engage ensemble, on est prêt, on tend la main, on l'a offert, à travailler pour l'élimination des mesures de contrôle. C'est pour ça qu'on invite les responsables du réseau, comme on l'a fait ce matin, puis comme ils ont eu l'élégance, il faut bien le dire, de venir nous rencontrer et nous voir, puis même à Pierre Boucher de nous accueillir parce qu'on se faisait laver par la pluie dehors. Ils ont tout invité en dedans, tous les manifestants présents. On veut qu'ils se concertent ensemble pour mettre en place des mesures alternatives. On est ouvert au dialogue, on est disponible à la collaboration, parce que c'est un objectif primordial pour une société qui se veut plus respectueuse des droits de tous ses citoyens, tout le monde. Il faut qu'on soit tous égaux là-dedans. Je vous remercie beaucoup, puis je vais laisser les remerciements finaux à notre présidente. Merci, M. Leduc. Donc, maintenant, Mme Marie Tardif, présidente du conseil d'administration du collectif de défense des droits de la Montérégie. À vous. Bonjour, mesdames et messieurs. En tant que présidente du conseil d'administration du collectif de défense des droits de la Montérégie et au nom de tous les membres de l'organisme, je tiens à exprimer notre satisfaction pour toutes les actions qui ont eu lieu cette semaine et particulièrement aujourd'hui, soit les 2 manifestations devant les hôpitaux Charles-Lemoine et Pierre Boucher ce matin. Nous avons réussi à réunir des acteurs de tous les horizons pour nous appuyer dans nos revendications et sensibiliser les dirigeants du réseau de la santé à la question primordiale des mesures de contrôle, question qu'il faut attaquer de front une fois pour toutes. Le combat de Lise Brouillard, cette femme courageuse et déterminée, ne s'est pas fini avec la victoire du recours collectif contre l'hôpital du Surroi. Non, cette lutte va continuer à chaque 15 mai, nouvelle journée nationale, pour dire non aux mesures de contrôle et surtout pour ne pas oublier toutes les personnes qui subissent encore trop souvent l'isolement, la contention et les substances chimiques. Je voudrais saluer et remercier tous ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent dans cette cause si importante pour l'avancement des droits dans notre société. Madame Diane Lamarre, députée de Taillon, qui nous a donné un appui unique le 11 mai à l'Assemblée nationale, tout en rendant un hommage bien mérité à Lise Brouillard. Maître Jean-Pierre Ménard, qui est toujours disponible et généreux pour bien avancer les droits pour faire avancer, c'est-à-dire les droits des usagers du système de santé. Madame Doris Provencher et toute l'équipe de la GID SLU, qui sont nos alliés de toujours et dont la collaboration est tellement importante. Je voudrais souligner le travail des administrateurs du CDDM qui soutiennent et supportent les démarches depuis tant d'années. Enfin, que dire de la détermination de l'équipe de travail? Ils ont tellement à cœur de réaliser la mission du CDDM.
Je nous souhaite de continuer ces revendications sans relâche et de pouvoir revenir le 15 mai à chaque année pour constater les progrès de nos demandes. Des changements majeurs doivent absolument être faits pour que nous vivions dans une société plus humaine, avec un système de santé qui se donne les moyens et la volonté d'accueillir des personnes qui souffrent sans avoir à les attacher et à les enfermer. Merci beaucoup.